L'Assemblée nationale consacre une séance plénière pour écouter les réponses de certains membres du gouvernement aux questions orales posées par les députés. Notre pays célèbre la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Signature d'une convention de coopération entre le ministère de l'Élevage et la Société mauritanienne des produits d'élevage. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. L'Assemblée nationale a consacré sa séance publique qu'elle a tenue aujourd'hui sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée, M. Hamdi El-Hamadi, à écouter les réponses du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed El-Mohamed, à la question orale qui lui a été adressée par le député Sid Ahmed El-Mohamed El-Hassan, relative aux stratégies adoptées dans le secteur de l'habitat et de l'urbanisme et en matière d'investissement orienté vers le logement social. Abdul Adam Aban en dit plus. Au menu de ces séances plénières tenues sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale Hamdi El-Hamadi, la réponse à des questions orales. La première est adressée au ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Daoud Sidi Amar Taleb. Elle se rapporte à la situation des imams et des mosquées en Mauritanie. La parlementaire Amana Bouhoubeni a, dans l'intitulé de la question qu'elle a posée, affirmé que les imams des mosquées souffrent de marginalisation. Les responsables, dit-elle, sont dans l'obligation de supporter toutes les dépenses liées au fonctionnement et à l'entretien de ces lieux de culte, particulièrement le paiement des factures d'eau et d'électricité, contrairement à leurs collègues des autres États islamiques. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a affirmé que pour la première fois dans l'histoire du pays, un concours de recrutement d'imams et de muezzins a été organisé. Ces derniers, dit-il, percevront des indemnités. Il a en outre souligné qu'un budget spécial a été alloué aux mosquées. La deuxième question orale a été adressée au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed El-Mohamed. Elle est relative à la stratégie adoptée par le secteur de l'habitat et de l'urbanisme en matière de politique de construction de logements sociaux. Cette question émane du député Sid Ahmed El-Mohamed Hassan. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a indiqué que l'expansion horizontale de la capitale et de certaines villes avec une urbanisation mal encadrée exerce une forte pression sur les infrastructures, favorisant une occupation illégale de l'espace public. Il a aussi précisé que la priorité du département est d'assainir cette situation, qui est aussi due à l'attribution anarchique de l'eau de terrain. Il a aussi déclaré qu'un plan directeur de la ville de Nouakchott à l'horizon 2040 a été adopté. La dernière question orale concerne les problèmes se rapportant au projet d'expansion du réseau électrique de la Moukhata de Oulienge. Le député a demandé des explications à propos de ce projet qui a été programmé dans le budget de l'État pour l'année 2021. Cette interrogation a été posée par le parlementaire Mohamed Abdallah Mokhtar sous la présidence du vice-président de l'Assemblée nationale, Soufi Boulseibani. Cette question est adressée au ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalam Mohamed Salah. Il a précisé que la stratégie du secteur repose sur la restructuration de la société mauritanienne d'électricité Somelec, indiquant que de l'indépendance jusqu'à nos jours, elle a été en mesure de fournir de l'électricité à 50% de la population. Concernant le projet d'extension du réseau électrique de Oulienge, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a souligné qu'il est en cours d'exécution avec une puissance estimée à 30 kW. Le ministre a par ailleurs déclaré que le retard lié à la livraison de ce projet est dû aux impacts négatifs de la pandémie du Covid-19 avant de préciser que les travaux prendront fin avant la fin de l'année en cours. Le comité de suivi de la mise en place du Fonds de solidarité sociale et de la lutte contre la Covid-19 s'est réuni aujourd'hui pour discuter de ses réalisations. Les dépenses et recettes des mois de mars et avril de l'année 2022 étaient au menu des discussions. Le point avec Aminata Khan. La Commission nationale de suivi de la mise en œuvre du Fonds de solidarité sociale de lutte contre la pandémie de la COVID-19 a consacré cette réunion tenue au Palais des Conférences sur le rapport présenté par les membres du comité détaillant l'état
du fonds et des conditions générales de sa mise en œuvre au cours des mois de mars et avril, comprenant les principaux éléments liés à sa gestion, les recettes, les dépenses, ainsi que l'ensemble de la campagne de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. L'occasion pour le ministre des Finances de souligner que les revenus du fonds pendant la période mentionnée s'élevaient à plus de 50 millions de notre nouvelle ouguiya au mois d'avril, provenant principalement de dons en nature, notant que la valeur des contributions en nature s'élevait à plus de 40 millions de notre nouvelle monnaie, contribution de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour l'enfance. Il a indiqué dans ce siège que les dépenses durant le mois d'avril et le mois de mai se sont élevées à plus de 110 millions de nos nouvelles ouguiyas réparties sur la formation des spécialistes dans le domaine des maladies cardiaques et infectieuses, en plus de la formation des médecins relais au niveau régional dans les domaines de la vaccination sous forme de 4 groupes régionaux sur la qualité des outils, la collecte et la gestion des données pour la vaccination, ainsi que contre tout contact avec des personnes étant contaminées. Il a également ajouté à cela le coût des transports, le coût de la recherche et de la supervision, l'acquisition des nouvelles doses de vaccins Johnson & Johnson, les salaires et honoraires du personnel médical et autres dépenses d'exploitation, expliquant dans ce siège que le fonds a reçu jusqu'à présent 10,59 milliards de notre nouvelle monnaie ouguiya, dont 19% sont de la part de l'État, 19% des contributions des partenaires, 20% des contributions des institutions publiques et privées et des particuliers et 42% des dons en nature, notant que les partenaires au développement ont alloué une enveloppe financière de 2,6 milliards de nos nouvelles ouguiyas, dont 1,99 milliards ont été collectés, ce qui représente 97%. Le ministre des Finances a déclaré que notre pays a pu obtenir plusieurs doses de vaccins contre la pandémie de la COVID-19 alors que le nombre total d'individus ayant reçu la première dose au mois d'avril dernier avait atteint plus d'1 million et ceux ayant reçu la deuxième dose du vaccin ont atteint 47 137 personnes, indiquant que le souci des pouvoirs publics est d'être transparent dans la gestion du fonds de solidarité pour permettre au comité à chaque session d'examiner en détail les différentes rubriques et les domaines de décaissement et de mise en œuvre liés à ce fonds. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Melaini Nouleyi, et le ministre d'État chargé de l'intelligence artificielle aux Émirats arabes unis, M. Omar Sultan Al-Oulama, ont signé en visioconférence une convention de partenariat de 3 ans entre l'école numérique de Dubaï et le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Dans son mot à cette occasion, M. Mohamed Melaini Nouleyi a remercié l'État des Émirats arabes unis pour le précieux soutien qu'il ne cesse d'apporter à la Mauritanie, notamment dans le domaine éducatif. Il a ajouté que l'enseignement numérique constitue l'un des fondements du programme du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, visant à moderniser l'enseignement afin d'accompagner les derniers développements et d'en faire un locomotive de développement du pays. Je vous le disais en titre, notre pays a célébré, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information sous le thème « Technologie numérique au service des personnes âgées pour vieillir en bonne santé ». Mohamed El Khattat nous en dit plus. C'est une célébration par la famille du numérique en Mauritanie qui est la première, à la fois depuis l'avènement de la COVID-19, mais aussi depuis la création du ministère de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration qui entre dans le cadre d'une nouvelle dynamique donnée par les hautes autorités de l'État au secteur du numérique. Il s'agira ainsi de tirer pleinement profit des technologies de l'information en vue d'accélérer la croissance et augmenter le niveau de prospérité, notamment pour les personnes âgées. D'où le thème de cette année,
pour la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, qui est les technologies numériques au service des personnes âgées et d'un vieillissement en bonne santé. L'occasion pour le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Cheikh El-Kébir Ould-Moulay Tahar, de souligner que cette cérémonie représente une opportunité pour donner un éclairage sur les immenses potentiels et les nombreuses opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information. Le ministre a indiqué qu'elles permettent d'accélérer le rythme du développement pour améliorer les conditions de vie des populations et qu'elles impulsent des transformations positives dans la marche des peuples, soulignant que la transition numérique et l'innovation sont au cœur du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, dont le projet de société en construction est centré sur la modernisation. Pour sa part, le président de la Fédération des services, M. Mohamed Ould Walid, a salué la création du ministère de la Transition numérique qui a, dit-il, en si peu de temps, déjà mis en place une stratégie nationale pour le numérique en partenariat avec le secteur privé. De son côté, la représentante adjointe du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a déclaré: L'inclusivité est en effet le choix qui a été fait pour le thème de cette année, qui porte sur les technologies numériques au service des personnes âgées et du vieillissement en bonne santé, ce qui traduit la centralité de cette question, car en effet, la frange grandissante de la population est souvent fragile et exclue des processus de transformation numérique. Je saisis donc cette occasion pour réitérer ici notre engagement permanent à continuer à appuyer le gouvernement mauritanien dans ses efforts de développement et d'insertion de tous les citoyens, en particulier les couches les plus vulnérables, pour ne laisser personne pour compte. Tour à tour, les directeurs des sociétés de télécommunications dans notre pays ont souligné que la technologie devient de plus en plus omniprésente dans notre vie quotidienne et concerne toutes les catégories d'âge. De même qu'ils réitèrent leur engagement ferme d'accompagner les pouvoirs publics dans leur ambitieuse stratégie de développement du numérique, notamment dans la mise en œuvre de l'agenda national de la transition numérique 2022-2025. Passé ces échanges de discours, le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration a visité en compagnie du ministre de la Santé et de la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille les stands d'exposition des différents acteurs actifs dans le domaine des télécommunications, sachant que la commémoration de cette journée a été marquée par l'organisation de nombreuses activités, dont des panels et des sessions de discussion et d'échange sur des thématiques relatives à la transition numérique, l'innovation et la modernisation. Restons dans le domaine du numérique. Le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, en présence de ses homologues du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, de l'action sociale de l'enfance et de la famille, a donné aujourd'hui à Nouakchott le coup d'envoi des activités de Rimatel, spécialisée dans les services Internet sans fil. Cette société vise à permettre aux institutions et aux particuliers d'obtenir un service Internet de haute qualité. Aminata Khan. Inauguration d'une nouvelle société dénommée Rimatel en présence du ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Cheikh El-Kébir Ould-Moulay Tahar. La cérémonie inaugurale était une occasion pour le directeur de la société, Sidi Mohamed Ould Ahmed El Hadi, d'indiquer que la nouvelle société Rimatel tend à moderniser les services de l'Internet grâce à un réseau haut débit de qualité rapide et fiable et un autre pour les communications virtuelles, indiquant que la société a lancé déjà des essais dans plusieurs quartiers de Nouakchott et que dans un premier temps, elle servira les habitants de Nouakchott avant de desservir dans les autres wilayas du pays. Lui succédant, le maire de la Muqata'a de Tabrak Zeyna, Paleb Ould Mahjoub, a tout d'abord félicité les gérants de la société avant d'indiquer que cela contribuera sans nul doute au développement du numérique dans notre pays, appelant tous les Mauritaniens à utiliser ce nouveau service qui est bien de chez nous.
Le ministre de l'Agriculture, M. Adama Bokar-Soko, a participé par visioconférence à une réunion conjointe des ministres de l'économie et de l'agriculture de l'Union africaine à l'initiative de la Banque africaine de développement et de l'Union africaine sur le programme d'urgence pour la production agricole au niveau des pays membres de l'Union africaine. Une réunion qui a été présidée par le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Bakar Baylawa. L'initiative d'organiser cette réunion d'échange sur l'élaboration du plan d'urgence pour la production alimentaire en Afrique se tient dans un contexte marqué par la crise ukrainienne, dont les impacts sont déjà ressentis à travers la hausse des prix et les difficultés d'approvisionnement en produits alimentaires de base. Je suis ravi de constater que ce plan d'urgence pour la production alimentaire cadre parfaitement avec les priorités de notre pays en matière de prévention des crises, d'alimentation, d'amélioration de la sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de stabilisation des prix. En effet, les actions retenues dans le cadre de ce plan d'urgence sont au cœur des préoccupations de son Excellence, le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamedou Cheikhou Ghazouani, qui a engagé de vastes programmes visant entre autres à rendre notre agriculture moderne, productive et durablement compétitive sur le marché national et sous-régional, et à renforcer ainsi la résilience des populations face aux crises sanitaires, climatiques et sécuritaires. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté un schéma de mise en valeur agricole reposant sur 2 piliers. Le premier est relatif au développement de complexes agrobusiness au niveau national dans des sites dotés de potentialités avérées en matière de production végétale sous forme de fermes intégrées, modernes et commerciales. Le deuxième concerne l'investissement social dans l'agriculture de subsistance par le biais de l'appui aux petits et moyens exploitants agricoles afin d'améliorer leurs revenus et d'assurer leur sécurité alimentaire. Pour rappel, le plan d'urgence pour la production alimentaire en Afrique vise à augmenter la production agricole de 30% d'ici 2024. Le plan sera financé par le groupe de la Banque africaine de développement à hauteur d'1,5 milliard de dollars. Autre grand titre de ce journal, le ministre de l'élevage, M. Mohamed Ould Soueidat, et la directrice générale de la Société mauritanienne des produits de l'élevage, Mme Fatma Mtsouena, ont signé aujourd'hui au siège du ministère de l'élevage à Nouakchott une convention de coopération. Cette convention vise à valoriser les ressources animalières dans notre pays pour assurer le développement du secteur de l'élevage, à contribuer à créer de la valeur ajoutée et aider à créer de nouvelles opportunités d'emploi. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et de plusieurs cadres du département. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Melaïn et son homologue du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Abdeslam Ould Mohamed Saleh, ont animé hier après-midi le traditionnel point de presse organisé à l'issue du Conseil des ministres. Commentaire signé Abdul Adamaba. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Mohamed Melaïn Ould, a commenté les résultats des travaux du Conseil des ministres. Il a ensuite répondu à certaines interpellations des journalistes, dont une question concernant un document sur la représentation politique circulant sur les réseaux sociaux attribué au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il a déclaré que ce département ministériel n'est pas l'auteur de ce document, rappelant à cet effet que la représentation politique est soumise à un cadre légal. Interpellé par la suite sur la position du gouvernement par rapport à la décision du Mali de se retirer du G5 Sahel, le porte-parole du gouvernement a affirmé que les États sont souverains et prennent des décisions dans ce cadre. Il a aussi précisé que les divergences sur la gestion de cette organisation ne devraient pas être un motif de retrait d'un État. À propos de l'intervention des forces de l'ordre lors de rassemblements politiques tenus à Attar,
par le député Biram Daoul Abeid, Mohamed Melani Ouleye a affirmé qu'il est interdit à un parti politique qui n'est pas autorisé de tenir un rassemblement politique. Même si, dit-il, les forces de l'ordre se sont limitées à retirer les banderoles qui ont été préparées dans ce cadre. Il a aussi déclaré que ce rassemblement qui a eu lieu s'est déroulé sans les symboles représentatifs d'un parti politique légalement constitué. Il a enfin conclu, soulignant qu'il ne s'agit pas de restriction des libertés. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalem Mohamed Saleh, a aussi animé une conférence de presse à la suite des travaux de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, ce qui a constitué une opportunité d'évoquer la feuille de route relative à la restructuration de la société mauritanienne d'électricité Somelec. Abdessalem Mohamed Saleh a souligné que cette feuille de route permet d'assainir et d'améliorer les performances de cette entreprise. Il s'agira ainsi, dit-il, de mettre à niveau le cadre légal et institutionnel de cette société. L'objectif, dit le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, est de permettre à tous les citoyens du pays de disposer d'électricité à l'horizon 2030, ce en concordance avec l'objectif 7 de l'Organisation des Nations Unies pour le développement dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. En application des instructions du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, le wali du Gorgol, M. Ahmed Naour Sidba, a officiellement annoncé l'ouverture des points de passage frontaliers avec la République sœur du Sénégal, fermés depuis 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Le wali a visité le principal point de passage à Kaedi, où il a suivi des mesures de sécurité prises pour assurer une bonne ouverture des frontières, contrôler l'entrée et la sortie des voyageurs et les mouvements des échanges commerciaux entre les deux pays. La wilaya du Gorgol comprend 8 points de passage frontaliers avec le Sénégal qui représentent un point d'intégration économique et sociale entre les deux rives du fleuve et une incarnation de la force des liens qui unissent les deux pays frères. Restons à Kaedi, où le siège de la municipalité de Kaedi a accueilli la cérémonie de lancement des interventions du projet visant à garantir les droits des femmes et à soutenir la sécurité alimentaire au niveau de la wilaya du Gorgol. Ce projet, financé par la coopération espagnole, est dans sa première phase dans les Muqata'a de Mungel et Magama. Mohamed El-Khattat. C'est un appui aux efforts des pouvoirs publics pour atténuer les conséquences socio-économiques de la Covid-19 sur le développement local qu'intervient le lancement de ce projet de garantie des droits de l'homme et de sécurité alimentaire au niveau des communes de Moït et de Dolol, relevant de la Muqata'a de Makama. 10 coopératives féminines de plus de 300 femmes bénéficient de ce projet, mais également des éleveurs pour augmenter la production agro-pastorale. Supervisant l'ouverture de cet atelier, le wali du Gorgol, M. Ahmed Naour Sidba, a indiqué que ce projet, financé sur 2 ans par la coopérative espagnole à hauteur de 22 millions de MRO, vise à contribuer à la sécurité alimentaire dans la wilaya du Gorgol en facilitant l'accès des coopératives et des groupements féminins aux actions de renforcement des capacités dans les domaines de la planification et de la gestion et à sensibiliser et outiller les femmes pour les rendre aptes à défendre leurs droits. Il a ajouté que le projet s'inscrit dans les priorités du programme électoral de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des citoyens les plus vulnérables et à protéger leurs moyens de subsistance face aux effets du changement climatique et de la pandémie de la Covid-19. Pour sa part, le maire de Kaedi, M. Cheikh Tahara Baridi, a apprécié les efforts déployés en faveur de la réussite des projets de sécurité alimentaire et du développement durable en général, et plus particulièrement les actions conduites à l'endroit des familles démunies. L'atelier a été marqué par une présentation des objectifs, des lieux et des activités principales de ce projet. Dans le cadre de la politique de rapprochement des autorités régionales avec les citoyens, le wali du Brakna a effectué des visites de terrain dans la Muqata'a de Magta' al-Hjar. Cette visite doit permettre au wali de voir de près les problèmes auxquels sont confrontés les citoyens. Hourul Mouelh. Cette visite de terrain effectuée par les autorités administratives et sécuritaires du Brakna a pour but de rapprocher les services publics des citoyens d'une manière qui garantit leur dignité et préserve leurs droits légitimes. Le wali du Brakna, M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a visité le centre de santé de la Muqata'a de Magta' al-Hjar,
Cette visite a pour objectif de s'enquérir de visu de la situation et des résultats de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Le Wali a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts des autorités régionales visant à intensifier les opérations de mobilisation et de sensibilisation pour limiter la propagation du coronavirus dans la wilaya. Cette visite du Wali du Brakna a englobé Sangrava et la commune de Wad Omour. Sur place, il a été informé des conditions de vie des populations. Le Wali a réaffirmé la détermination du président de la République à rapprocher les services publics des citoyens. C'était au cours d'une réunion d'information consacrée aux problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable et à l'électricité, tout comme ont été abordées les problématiques liées à la santé, à l'éducation et à l'environnement, problèmes que vivent les populations de la wilaya au quotidien. Dans la wilaya de l'Assaba, le résultat de la semaine nationale de vaccination contre la COVID-19 est satisfaisant selon les autorités locales qui expliquent cette situation par l'efficacité du plan élaboré au niveau local et la réussite de la campagne de sensibilisation. Le point avec Mohamed El-Khattab. Les rideaux sont tombés sur la 6e campagne nationale de vaccination au niveau de la wilaya de l'Assaba, où elle avait démarré faiblement avant que les autorités administratives, sécuritaires et sanitaires ne mettent les bouchées doubles pour plomber l'affluence qui a atteint 104% des objectifs réalisés au bout du compte. Comme le précise le Wali Moussaïd de l'Assaba, M. Mohamed Abdallahi ou le Cheikh Sidiya, affirmant que le faible taux d'affluence des premiers jours a incité les autorités locales à descendre sur le terrain pour sensibiliser les populations qui se sont riées massivement vers les centres de vaccination, renversant du coup la courbe pour atteindre ce taux global de 104% de vaccinés. Même son de cloche chez la direction régionale de la santé, dont le directeur, M. Mohamed Ahmed Douabdi, a indiqué qu'ils avaient été surpris dès les premiers jours par cette faible affluence et qu'ils ont redoublé d'efforts dans la sensibilisation et la mobilisation pour convaincre les populations cibles d'aller prendre des doses de vaccins initiaux ou de rappel, dépêchant des équipes mobiles pour toucher le plus grand nombre possible. La présidente du Forum régional de la société civile a également soutenu que 75 activistes de la société civile sont descendus sur le terrain à Kifa et beaucoup d'autres dans les autres Muqata'a, faisant du porte-à-porte et envahissant les lieux d'attroupement pour inciter les gens à se faire vacciner. C'est dire qu'une semaine durant, la campagne de sensibilisation a été grande pour assurer la réussite de cette 6e campagne nationale de vaccination dans l'Assaba, réalisant un taux de plus de 100% pour immuniser les populations contre la COVID-19. La zone franche de Nouadhibou a reçu ce matin la visite d'une délégation Académie militaire interarmes d'Atar venue pour s'enquérir des possibilités d'investissement offertes aux nationaux et aux étrangers. Bokar Baylaba. La visite de la délégation de l'Académie militaire interarmes d'Atar vise à informer les éléments de l'établissement sur les capacités économiques et de développement de la capitale économique du pays, ainsi que sur la nature et la qualité des investissements et des opportunités offertes par la zone franche de Nouadhibou. Dans ce cadre, le chargé de mission à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Abdallah Mbeirik, a passé en revue les réalisations de la zone franche dans le domaine du soutien à l'économie nationale, du développement de la ville et des perspectives. Il a également édifié la délégation sur le cadre juridique et institutionnel de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Il a rappelé que cette zone se caractérise par un ensemble de spécificités qui font d'elle un centre d'intérêt pour les investisseurs nationaux et internationaux. À son tour, le directeur de l'Académie militaire interarmes d'Atar, chef de la délégation, le général de brigade Da Mohamed El-Aqeb, a loué les opportunités offertes par la zone franche de Nouadhibou, la nature des investissements existants, les avantages et les caractéristiques de l'emplacement stratégique de la zone franche. Par ailleurs, la délégation de l'Académie militaire interarmes d'Atar a été édifiée sur le projet de réalisation d'une zone touristique. Sur place, la délégation a été édifiée par le directeur général des ressources de la zone franche, Mohamed Sidi Amar, sur l'aspect touristique, ses spécificités et l'impact qu'aura la réalisation de cette zone touristique dans le développement de la ville à l'avenir. Pour rappel, la visite de la délégation de l'Académie militaire interarmes d'Atar
fait partie des voyages d'études et d'exploration des plus importants centres d'intérêt économique et des installations stratégiques de notre pays. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. L'Assemblée nationale consacre une séance plénière pour écouter les réponses de certains membres du gouvernement aux questions orales posées par les députés. Notre pays célèbre la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Signature d'une convention de coopération entre le ministère de l'Élevage et la Société mauritanienne des produits d'élevage. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.